Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va parler de permaculture ce soir, ou à l'heure où vous écouterez cette émission, avec un homme, Raymond Olbrich, qui nous donne un témoignage de l'expérience de toute sa vie d'homme qui a conjugué la pratique du jardin en permaculture et celle de la voie du Bouddha. Il vient de publier un livre qui s'appelle Sol vivant, parole vivante, la vision d'un permaculteur zen aux éditions de l'Original. Après avoir occupé pendant 15 ans le poste de jardinier de la Gendronnière, principal temple zen d'Europe près de Blois, Raymond Olbrich partage désormais une proposition de mode de vie qui nous permettent de retrouver sens, équilibre et autonomie. Bonsoir Raymond Olbrich. Quand je lis « Après avoir occupé pendant 15 ans le poste de jardinier », vous y êtes toujours à la Gendronnière? Non, là je n'y suis plus depuis cette année. Voilà, j'y étais jusqu'à l'année dernière, mais là j'ai arrêté, j'ai un nouveau projet. Et donc j'ai quitté la Gendronnière plus intensivement à ce nouveau projet, qui est aussi un projet en permaculture, la création d'une communauté dans laquelle on va essayer de créer un mode de vie compatible avec tous les enjeux d'aujourd'hui. Voilà, surtout la descente énergétique, l'autonomie le plus possible en énergie, en alimentation, et puis de tous les aspects de la vie. D'accord, donc vous avez commencé déjà par partir dans une communauté hippie dans les années 80 et vous y êtes resté 7 ans. En général, vous restez 7 ans un peu partout, sauf dans votre... Donc vous y êtes resté Oui. 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au bout d'un moment, vous vous disiez que c'était pas viable? Bon, cette communauté des hippies, on peut dire qu'à l'époque, c'était donc une grande aspiration que j'ai eue avec beaucoup d'autres personnes, de retrouver une vie beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche du vivant. C'était à l'époque où la société de consommation commençait à émerger d'une manière évidente. Et donc, à l'époque, on était en révolte contre cette société, mais en même temps dans une recherche profonde de ce qui peut être, enfin déjà à l'époque, on peut dire, la vraie vie. Et donc la vraie vie, pour nous, c'était se rapprocher de la nature. Et cette motivation de la vraie vie, ça m'a habité toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est aussi le thème du livre qui aborde largement ce thème. Est-ce que vous pensez qu'il reste quelques communautés dans l'Ardèche ou dans la Drôme de ce temps-là? Oui, il y a toujours des gens qui sont restés, et il y en a toujours. On peut même dire qu'il y a un renouveau dans les dernières années. Il y a de plus en plus de gens qui cherchent à s'organiser pour vivre plus proche de la nature, avec toutes ces intentions d'autonomie. Ensuite, vous avez travaillé chez un maraîcher en agriculture bio. Ça, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il y a tout un passage dans votre livre qui l'explique. Et puis après, un jardin d'insertion pendant 7 ans. Toujours ces fameux 7 ans. 5, 6 ans, 7 ans. Vous êtes parti 4 ans seulement en Colombie dans un temple zen. Vous nous en parlez. Et ce que j'ai trouvé étonnant dans ce que vous dites, c'est que vous découvrez, enfin, ils découvrent encore des variétés de fruits aujourd'hui, comme si ils n'avaient pas encore trouvé tous les fruits qui étaient sur Terre, les Colombiens. C'est vrai, j'avais cette impression-là parce que on trouve encore dans ces régions très riches justement en toutes sortes de fruits. On est dans le climat tropical, et subtropical. Donc il y a énormément de variétés de fruits, et il y a certaines variétés qui jusque-là, disons, ils existaient, on les connaissait peut-être, mais voilà, ils n'apparaissaient pas dans les villes, disons, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas commercialisés. Alors là, il y a encore des fruits qu'on découvre et qu'on met en culture et qu'on met à disposition de tout le monde. Oui, alors vous expliquez qu'ils sont obligés d'importer des graines
Parce qu'il n'y a pas d'hiver là-bas, donc il faut qu'ils importent les graines. Oui, si on veut manger certains légumes européens qui sont d'origine d'Europe, comme la carotte, je dirais aussi peut-être le fenouil, le panais, la mâche par exemple, c'est-à-dire tous les légumes qu'on appelle bisannuels, c'est-à-dire qui ont besoin pour émettre des graines, ils ont besoin de l'hiver. C'est-à-dire que la première année, la carotte, elle fait sa racine, elle passe l'hiver, et donc elle a besoin de cette information de froid qui la traverse. Et après passer l'hiver, elle peut faire ses graines. Elle monte en graines, comme on dit. Elle monte en graines la deuxième année seulement. Voilà. Bon, en 2004, vous arrivez donc dans ce temple zen La Gendrillonnière. En 2016, vous rencontrez Gildas Verret et sa femme Claire, qui vous parlent de permaculture, mais vous aviez déjà un peu cultivé en permaculture entre 2004 et 2016. Disons que oui, la permaculture, en fait, ça date des années 70. C'était à peu près la même époque où j'ai fait cette expérience hippie dans le sud de la France. À cette époque, déjà, on parlait de permaculture puisqu'il y avait déjà les ouvrages disponibles. C'est-à-dire que c'est un concept de ces années-là. Il était après beaucoup développé et aujourd'hui il arrive à ce concept a été beaucoup étoffé et élargi et c'est aujourd'hui qu'on prend vraiment connaissance de l'intérêt de cette approche. Mais à l'époque déjà ça existait et donc pas tellement dans l'aspect technique de la permaculture mais dans l'aspect de l'intention de la permaculture qui est en fait cet rapprochement avec le vivant, c'est-à-dire comme on dit observer la nature et imiter la nature. Ça a été déjà l'intention de l'époque pour moi quand j'ai approché la culture des aliments, des légumes. Oui, enfin, vous dites quand même dans votre livre que quand vous étiez dans la Drôme, vous récoltiez rien, hein. Vous n'arriviez pas à en vivre. Mais il faut faire ses expériences. Ouais. Voilà. Mais nous, on commençait à cultiver, on ne savait rien. C'est pour ça, plus tard, j'ai bien compris qu'il faut tout un cheminement d'apprentissage pour réellement aussi produire, puisque c'est quand même important d'avoir à manger, pas seulement cultiver, mais aussi avoir des résultats, bien sûr. Mais c'est possible seulement si on se forme et si on fait des expériences. Et les premières expériences qu'on a fait, oui, effectivement, c'était assez, oui, les récoltes étaient assez modestes. C'était pas satisfaisant et voilà. Alors il y a une parole d'évangile qui dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeurera seul en terre. Mais s'il meurt, il donnera beaucoup de fruits. Et donc il y avait ce livre que le grain ne meurt, je crois, je sais plus qui c'est qui. Il faut vraiment que le grain meure pour donner de la vie, ça fait réfléchir. Oui, voilà, c'est une très belle citation. Ça aurait pu être dans mon livre. C'est parce que je parle aussi de cette approche. Mort et vie sont très proches. Quand on est dans le jardin, tout ce qui meurt, c'est la matière qui reste. Quand ça meurt, c'est la matière pour la vie. Tout le monde le sait, mais si on médite ça d'une manière très profonde, on peut avoir un autre rapport avec le jardin, avec l'alimentation, avec son rapport avec la nature. Oui, c'est très beau cette citation. Alors, en 1945, 60% de la population travaillait dans le secteur agricole. Les gens à l'époque, moi mon père il le faisait, hein. Ils cultivaient leur jardin, ils faisaient leur vin faisaient leur vin eux-mêmes. Ouais. Et tout ça, il y avait même des jardins ouvriers, enfin bon, il y avait tout ça. Et vous parlez beaucoup du Moyen-Âge, hein, et ça c'est intéressant. Vous dites que les paysages traditionnels français sont le résultat du travail du Moyen-Âge. Il
faudrait revenir au Moyen-Âge en ce qui concerne la permaculture. Ben, pas revenir au Moyen-Âge, mais de s'inspirer de ce qui était façonné, le paysage qui était façonné à cette époque-là. C'est ça disons, ce qui reste de ce paysage, c'est les paysages qui aujourd'hui nous fascinent. C'est les paysages que nous trouvons beaux. C'est-à-dire c'est un paysage qui est très varié, très diversifié, qui est d'un côté il y a les champs, il y a la forêt, il y a toujours des petits bois, il y a des haies, il y a des mares, il y a tout ça. Et donc c'est un paysage dans lequel il y a beaucoup de bordures, il y a beaucoup de frontières, il y a des frontières qui sont perméables, il y a le bord de l'eau, le bord de la forêt, le bord du champ. C'est ça qui fait la diversité. En permaculture, c'est un des principes, c'est de créer des bordures. Pourquoi créer des bordures? Justement pour favoriser cette diversité, cette biodiversité. Et dans le Moyen-Âge, ça a été le façonnage du paysage, justement, a permis de créer toutes ces bordures. Et c'est un peu le paysage idéal qui harmonise les besoins humains avec les besoins de tous les vivants. Oui, enfin, ce paysage, il a été quand même beaucoup transformé avec l'agriculture de maintenant, etc. Au Moyen-Âge, il y avait plus de jours fériés que maintenant, hein, donc... Paraît-il. Oui, et les gens ne se reposaient pas pendant l'été, par contre. Hein, ils passaient pas l'été les pieds écartés au bord de la mer. Certainement. Même encore, il n'y a pas si longtemps, ceux qui travaillaient les champs, l'été, c'était plutôt le moment de travailler. C'était pas l'hiver. Encore, on peut se rappeler tous les gens qui sont allés à Paris, des campagnes pour faire des études, dans les années 50, 60, 70, souvent ils revenaient l'été pour aider à la ferme, pour faire les foins, pour faire les moissons, etc. Voilà. Pour moi, c'est un peu le naturel des choses. Voilà. Alors, quand vous étiez ado, c'est au moment où on a installé le chauffage chez vous que vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est là où vous avez décidé de sortir là. Est-ce que l'expression populaire « il n'y a plus de saison », ça correspond à ce qu'on vit en ce moment? Oui, on dit ça, oui. Il n'y a plus de saison, mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus tellement de saison. Ouais. Je peux le constater comme maraîcher. On voit que il y a des phénomènes très étranges. Il y a des années récentes là où le mois de mars il est plus chaud que le mois d'avril. Ça c'est l'inversement des choses et ça pose problème au niveau maraîchage. Ça peut faire monter des légumes à graines prématurément. Voilà. Et aussi, il n'y a plus de saison dans le sens où il y a au niveau des précipitations, ça devient chaotique. Hein. Il y a des périodes de sécheresse, des périodes où il pleut beaucoup. Il n'y a plus de régularité dans le climat. Même en Colombie aussi, d'ailleurs, on a constaté qu'il n'y a plus les périodes de sécheresse et les périodes humides qui étaient très réguliers, qui gênent maintenant la planification des cultures. Voilà. Vous avez écrit ce livre peu après le confinement, le premier confinement. Est-ce que la personne parce que c'est un livre qui est en question-réponse, la personne qui vous pose les questions, est-ce que c'est Gildas Véret? Non, c'est pas Gildas Véret, c'est Olivier Tolu. D'accord. Donc il pose de très très bonnes questions. Alors, quand il réalise l'éveil, le Bouddha touche la terre. Le zen n'est pas une évasion. Vous le dites plusieurs fois dans le livre qu'on ne pratique pas le zen pour s'enfuir. Quand il réalise l'éveil, le Bouddha touche la terre, alors qu'on penserait qu'il s'envole. Ah oui, d'accord. Oui, le zen finalement c'est très terre à terre. Hein. C'est une pratique qui se fait dans le quotidien.
avec ce qu'on vit dans le quotidien. Et dans ce sens-là, aussi dans le jardin. Donc, je fais toute une description sur l'attitude d'esprit qui s'écoule donc de la pratique du zen et qui nous amène à se rapprocher de la terre, de la matière. C'est dans la matière qu'on pratique. Ce n'est pas quelque chose déconnecté de la réalité ou de la matière. Au contraire, on dit, il y a la fameuse phrase, il y a le disciple qui demande qu'est-ce que la pratique du zen, qu'est-ce que la voie du Bouddha, et le maître il répond, est-ce que tu as fini de manger? Il dit oui. Alors va laver ton bol. Voilà, pour dire que c'est très dans le quotidien que la pratique se fait, et c'est là où on réalise. Oui, vous écrivez à la page 55, quand on a une démarche spirituelle, je pense qu'il est important d'avoir une réflexion sur la matière qu'on utilise quotidiennement. Nous sommes des êtres de matière, de terre, nous venons de la terre et nous y retournons. Notre empreinte est importante. Actuellement, l'humanité est engagée dans un processus complètement destructif. Et puis, ça vous rappelle votre père. Quand mon père cultivait son jardin, ce n'était pas parce qu'il avait décidé personnellement d'être autonome en légumes. C'était comme ça. Et je crois qu'il faut revenir à ce « c'est comme ça ». Voilà. Et ça, c'est intéressant de se dire qu'on a changé de vision du monde. Et ça devrait être comme ça, cultiver son jardin. Ça devrait venir de soi. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est toute une culture. Je propose une autre culture dans laquelle justement ces gestes quotidiens, de nouveau s'occuper de soi-même le plus possible de ses propres besoins. C'est ça ce que je veux dire parce que ça viendrait de soi. C'est-à-dire que ce sera la chose de la plus ordinaire et normale. Comme c'était avant. Avant, c'était comme ça, on ne se posait pas la question. Oui, voilà, comme c'était avant. Et dans ce sens-là, c'est un peu revenir comme c'était avant. Mais je précise, ça ne veut pas dire que c'est un retour dans le passé. Hein. C'est parce que je pense que c'est quelque chose, on peut s'inspirer en fait du passé, mais pour innover dans le futur, pour le futur. Ce n'est pas simplement un retour en arrière. Aussi, quand je parle du Moyen-Âge, quand je parle de ces choses-là du passé, ce n'est pas pour dire il faut revenir vers là. C'est juste pour prendre dans le passé ce qui avait de la valeur, qui me semble convenir à cette vision que j'ai. Mais il y a plein d'aspects du passé, il vaut mieux me laisser de côté. Ouais, c'est sûr. Alors, Raymond Olbrich, vous parlez de l'exode urbain. Ça serait bien de réapprendre à s'ennuyer, d'être souvent dehors. Vous parlez d'un univers des bureaux qui ressemble à une prison. Vous parlez des usines qui ressemblent au purgatoire. Mais est-ce que c'est vraiment le jardin d'Éden quand on se met à cultiver? Le jardin du Zen. Et le jardin d'Éden. Ah, le jardin d'Éden, non. Je sais pas. Quoique le jardin du Zen, c'est pas mal. Le jardin d'Éden, c'est peut-être pas le retour au paradis. Hein. C'est pas parce qu'on se rapproche de la nature. Si, enfin, il y a une partie, c'est vivre quelque chose qui est en accord avec soi-même, avec son corps, avec ses sens. C'est clairement un gain de qualité de vie. Mais en même temps, je dirais, c'est pas ce fait-là qui automatiquement fait qu'on serait de nouveau dans le paradis. Voilà, je crois que c'est presque à la fin du livre où j'ai dit le paradis, il est à l'intérieur de soi. Hein, bien sûr, ça s'exprime par l'extérieur, mais quelque part, c'est un travail intérieur. Ce n'est pas le fait
tout simplement automatiquement qu'on cultive son jardin, on s'occupe de ses propres besoins, etc. Il y a aussi un travail intérieur qui est nécessaire pour justement donner à tous ces actes de la vie quotidienne leur sens. Et c'est là où vient ces regards vers l'intérieur et cette pratique dans la voie du Bouddha que nous proposons qui est important pour réellement réaliser ce jardin d'Éden d'une manière, on peut dire, c'est symbolique. Hein, c'est un peu, c'est l'aspiration, mais c'est pas quelque chose qui se réalise sur Terre, je pense pas. Hein, c'est un peu utopique. Alors cet exode urbain, cet exode urbain qui fait qu'il y en a qui prennent le large, qui s'en vont ailleurs, et puis vous dites qu'il faut renoncer à tous les ailleurs possibles. Il faut, une fois qu'on est là, renoncer à tous les ailleurs possibles, mais que le renoncement implique aussi de gagner en liberté. Oui. Vous dites aussi que la limitation est nécessaire pour vivre la liberté. Ce n'est pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. Il faut savoir se limiter. Et c'est vrai qu'on a du mal dans notre société où on veut tout de suite, de se limiter. Enfin, les libertés, généralement, on pense que c'est avoir toutes les possibles, mais je pense très sincèrement que c'est une façon un peu différente de voir la liberté qu'on la voit d'une manière générale. Quand on fait des choix, forcément, on exclut plein de possibles. Il y a toujours des choix à faire. On ne peut pas tout vivre, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire. Donc il y a des choix à faire et dans ce choix, pourtant, il y a une liberté parce que en fait le choix qu'on va faire c'est un choix qui correspond à ce que nous dans la profondeur de chacun de nous à quoi nous aspirons et c'est ça qui nous amène à une liberté qui est une autonomie, c'est-à-dire sur sa vie, intérieure et extérieure. C'est une autonomie matérielle, mais aussi une autonomie spirituelle. C'est une assise solide dans sa vie. C'est ça ce que je propose avec ce travail intérieur qui va vers la liberté. Ouais, vous dites aussi que le destin, enfin c'est une question que vous pose la personne, le destin de l'humanité prend de nos jours une tournure tragique. Fondamentalement, pourquoi l'homme détruit-il ce qui l'entoure? Et vous dites que vous pensez qu'il y a une spécificité chez l'homme, c'est le seul être qui ne peut pas suivre l'ordre cosmique. Oui. C'est intéressant, les animaux sont obligés de... C'est le seul qui peut désobéir à la loi. Oui, ça me semble être comme ça, oui, que je vois pas d'autres êtres qui ont ce choix. L'homme, visiblement, il a ce choix. Il peut ne pas suivre. L'oiseau, il va pas se poser la question le matin quand le soleil se lève, les oiseaux commencent à chanter. C'est automatique, ils choisissent pas. Alors que nous, on peut faire la grasse mat. Alors d'où vient cette volonté de vouloir s'affranchir des lois naturelles? Pourquoi l'homme veut s'affranchir des lois naturelles? Ça, je sais pas pourquoi. Si, vous le savez, vous l'avez écrit. Vous dites parce que l'homme se voit séparé. Et comme il est séparé, Oui. C'est la séparation. Oui, c'est la séparation. Donc, c'est-à-dire que l'homme, il est un peu sur deux visions. Il peut d'un côté très bien se mettre en accord avec la nature, avec la nature des choses, avec l'ordre naturel des choses. Mais comme il a une autre tendance, et cette tendance, c'est de s'en séparer, de créer quelque chose à part. Et c'est sa spécificité. Je pense que ce qui est notre tâche, c'est de unifier ces deux tendances à l'intérieur de l'homme. Ça sera toujours une tension entre
entre ces deux tendances qui est là pour l'homme. C'est pour ça, je pense que d'une certaine manière, c'est ça qui crée la souffrance. C'est la souffrance d'être né comme homme ou femme. Hein, je parle là de l'humanité. C'est cette souffrance, c'est d'être séparé, de pouvoir se sentir séparé, et qui amène la souffrance. Et ces deux tendances, c'est comme si, pour moi, ça me semble être la condition humaine qui est comme ça. Ouais, alors il y a quand même eu l'époque des Lumières, hein, qui a pensé à ça et qui, pour sortir de la souffrance, a pensé que le progrès, finalement, sortirait l'humanité de cette souffrance. Et à l'époque, c'était la liberté, mais maintenant, la notion du progrès et la croyance religieuse en la science, est-ce que ça nous amène vraiment vers la liberté des siècles de lumière? Oui, je pense que non. Hein. Oui, on a la réponse. Oui, c'est pas... On n'ira pas plus loin parce que... il y a une illusion, il y a une illusion de croire, parce que là, il y a eu l'idée que l'homme, il a la capacité de s'affranchir de la nature et de créer un peu un monde à lui, qui serait à part ou au-delà ou meilleur que le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on pourrait améliorer la nature, on pourrait améliorer le monde. Et je crois que ça, c'est la grande illusion. C'est ça qui nous a finalement amené dans cette impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Oui, la possibilité de ne pas suivre l'ordre cosmique est une faculté très forte et extrêmement dangereuse à la fois. Cette capacité de transgression est à double tranchant. Vous parlez du côté négatif qui conduit l'homme à s'enivrer d'illimité, et c'est ce fameux hybris, oui, dont on parle, ou démesure, qui était pour les Grecs de l'Antiquité un crime, un outrage et l'erreur humaine la plus redoutée. La tempérance est demeurée une vertu essentielle dans le mot gréco-latin. On est en plein hybris en ce moment. Hein. Absolument, oui. Oui. L'expression la plus extrême, c'est tous les projets transhumanistes qui sont l'idée qu'on pourrait manipuler même notre corps humain jusqu'à le rendre, l'améliorer, le rendre éventuellement éternel, etc. Voilà, le changement qui se précipite, parce que c'est ça aussi, c'est qu'avant, vous expliquez bien qu'avant, les paysans, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Ils se contentaient de faire ce que faisaient leurs pères, leurs grands-pères et leurs arrière-grands-parents. Et là, en l'espace de 60 ans, tout a été bouleversé. Et ça change à une vitesse complètement folle. Et vous parlez des Chinois qui avaient découvert l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils ont fait quand ils ont découvert l'Afrique, les Chinois ? Là, dans le livre, je dis qu'ils ont renoncé finalement à l'exploration. Hein, c'est ça, il me semble que j'ai évoqué dans le livre. Et ils sont pas allés plus loin. Ils sont aussi, je donne cet exemple d'un taoïste. Hein. Pour eux, pas en général, puisqu'ils ont suivi finalement aussi. Mais il y a eu des moments historiques, c'est ça ce que je veux dire, où on n'a pas suivi qu'on appelle aujourd'hui le progrès. C'est pas parce que on a une nouvelle technique qui semble améliorer tel ou tel aspect de notre vie quotidienne qu'on y va. C'est pas parce que quelque chose est possible que on doit le réaliser. Et il y a eu des moments historiques où justement on n'a pas suivi cette progression aveuglement où on savait très bien que chaque avancée technique a aussi des conséquences néfastes et donc il faut peser dans la balance, de voir est-ce vraiment un progrès. D'ailleurs, même au Moyen-Âge, quand l'invention de la faux par rapport à la faucille, par exemple, ça a été un bouleversement important et qui n'était pas fait d'une manière automatique. C'est même déjà sur des technologies simples,
il y a toujours eu une hésitation d'aller vers des techniques plus performantes. Voilà. Je pense que ce serait bien de s'inspirer de cet esprit de prudence par rapport à ces inventions technologiques. Oui. Alors, ce qu'il faudrait faire pour revenir à la racine, la première chose que vous dites, ça serait de la souveraineté alimentaire. Ça nous paraît, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, ça nous paraît intéressant, mais on va rester sur la permaculture. Qu'est-ce qui te laisse penser que la permaculture puisse être digérée par le modèle agricole du XXe siècle, au même titre que l'agriculture bio? Maintenant, on peut se poser de la question si elle est vraiment bio. Voilà, est-ce que la permaculture peut se faire bouffer, on peut dire, comme l'a été l'agriculture bio? Oui, on est quand même dans un système qui est très malin, qui intègre tout, qui essaye de toujours dévier les choses. On le voit bien, le greenwashing, c'est une réalité qu'on constate clairement aujourd'hui. Et la permaculture, elle est en train aussi de prendre un peu cet essor-là. On voit qu'il y a plein de jardins en permaculture qui sont faits aussi par des endroits même prestigieux comme Chambord, par exemple, qui a aussi maintenant son jardin en permaculture. Il y a d'autres lieux comme ça, mais dans ces lieux, finalement, le message de base de la permaculture, qui est la descente énergétique, est complètement mise à l'écart. C'est-à-dire, on prend des principes de la permaculture et on les met dans un autre contexte et on oublie l'essentiel. C'est ça qu'il faut faire attention. Oui, parce qu'on peut penser aussi qu'en permaculture, c'est 60 à 100 heures de travail par semaine. Hein. Donc, voilà. ça donnerait du travail aux gens. Mais est-ce que à notre époque, est-ce que les gens sont encore ont une morphologie pour pouvoir faire ces travaux des champs? Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce que c'est possible? Il est clair que là, il y a un grand bouleversement nécessaire, un réapprentissage des petits, d'une certaine manière. Hein. C'est sûr que des adultes qui ont passé leur vie dans les bureaux, ils vont avoir du mal à travailler dans les champs. Et donc, c'est ça qui est le grand défi. Mais est-ce qu'ils vont avoir envie, surtout? Dans un premier temps, peut-être pas, mais je connais plein de gens qui ont envie et qui le font aussi. Nous, justement, là, dans le jardin de la Jambonnière, tous les gens, n'importe quelle provenance, n'importe quelle consistance, n'importe quelle possibilité, capacité, ils ont tous été au jardin. On trouve toujours quelque chose à faire. Évidemment, ça demande une réorganisation de l'agriculture pour que un peu tout le monde puisse participer. Mais c'est un grand défi, mais je pense que c'est possible. L'idée, c'est de partager entre tout le monde le travail des champs. C'est ça, que chacun puisse contribuer. Pourquoi pas une journée dans la semaine, tout simplement, aller aider un maraîcher une journée dans la semaine, c'est déjà une bonne chose. Donc on demande des performances d'un ouvrier agricole, mais ce serait de transformer aussi l'idée du travail et le partager davantage, et aussi de commencer à faire moins de séparation entre loisirs et travail. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, tout est compartimenté. Il y a le travail et le loisir, les vacances et le travail, etc. Je pense que dès qu'on est dans une activité qui sens et qui est agréable, on n'a plus besoin de autant de compensation par des loisirs ou par des vacances. Oui. Mettre tout le monde dans les champs, oui, ça va pas être facile. J'imagine peu les gens qui sont dans un bureau aller retrousser leurs manches et puis se baisser, ils vont dire qu'ils ont mal au dos. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas facile. Oui, bien sûr.
bien sûr. Bon, on rappelle que pour ceux qui voudraient se lancer, ça c'est important, l'ignorance est plus utile que la connaissance dans ces cas-là. Et c'est vraiment Ouais. quelque chose à se rappeler. Il faut mieux être ignorant que de prendre de la connaissance dans ce domaine-là. C'est-à-dire, il faut poser des questions quand même à ceux qui connaissent. J'aime bien cette phrase que l'ignorance est plus utile parfois que la connaissance. Un sens plus élevé que celui de la vie, ça c'est à la page 195 et ça terminera presque notre émission. Dans un monde où les repères s'effacent, il semble que la valeur qu'y mettent tous les tenants du matérialisme d'accord est de protéger la vie. On pourrait objecter que c'est une insistance paradoxale dans des sociétés qui ont industrialisé les moyens de rendre malades et de tuer les hommes et qui voient dans l'avortement et l'euthanasie des progrès. Mais on pourrait même aller jusqu'à mettre en question cette prétendue valeur supérieure que serait la vie. Ça, la vie, on nous a tous confinés pour la vie, pour rester en vie. Donc c'est quand même intéressant de savoir quel est le sens de la vie. On va peut-être pas y répondre, chacun se posera la question. Vous avez tout un chapitre sur le moment présent aussi. Ça, c'est important dans le zen. Pour ne pas tant redouter la mort, puisqu'on parlait de la vie juste avant, beaucoup de voix de sagesse préconisent de vivre pleinement la seule réalité, c'est-à-dire d'être attentif au moment présent. Et vous pensez vraiment que vivre le moment présent, c'est pour éviter la mort ? Non, c'est pas pour éviter la mort. Enfin, pour éviter de penser à la mort. La vie la plus épanouie, c'est celle-là. C'est celle qu'on vit au moment présent. C'est pas une fuite, comme vous le disiez pour le zen. C'est pas une fuite pour éviter de penser à la mort. Ouais, non, c'est pas l'invitation à ne pas penser à la mort. Au contraire, dans le zen, on invite à penser beaucoup à la mort. Et en permaculture aussi, on est tout le temps confronté à la mort. C'est-à-dire que quand on cultive, quand on regarde la nature, c'est vie et mort. Et donc, dans le zen, c'est observer cette réalité-là et se rendre familier avec cette idée que voilà, de la vie qui meurt, fait naître une autre vie. On ne sait pas trop comment ça se fait. Il y a beaucoup de spéculations là-dessus, mais personne ne sait vraiment comment. Mais on peut constater, c'est comme ça. La vie est mort, et la mort c'est un passage dans notre vie, etc. C'est ça qu'on a dans le zen, on invite à contempler et se familiariser et développer une sérénité par rapport à ce fait-là. Voilà. Et en vivant le moment présent, c'est là où on retrouve cette sérénité par rapport à ces grandes questions de la vie et de la mort. À mesure que le temps passe, il devient de plus en plus difficile de vivre selon ses propres moyens et ses propres règles. Les États ont progressivement imposé des règles pour l'éducation, la santé, l'habitat et désormais les déplacements, les rassemblements et même la parole sont soumis à un contrôle ou à installer une communauté libre dans de telles conditions. Là, vous continuez à vivre près du temple. Je pense que vous avez arrêté parce que vous êtes en retraite, non, c'est ça ? J'ai arrêté parce que j'ai un autre projet, là. D'accord. Dans le même endroit ? C'est pas au même endroit. L'endroit n'est pas encore défini. C'est un projet qui essaye de réaliser ce qu'on a essayé de réaliser là au temple de la Jambonnière d'une manière plus poussée, avec une petite nombre de personnes, de 10-20 personnes. Puisque le temple de la Jambonnière, c'est essentiellement un temple qui reçoit des gens pour faire de la méditation, qui restent pas, qui sont... Vous habitiez pas sur place ? Oui, les centres de formation, etc. Donc là, ce que nous, on voudrait faire, c'est un lieu dans lequel on réalise cette autonomie alimentaire, cette autonomie énergétique, ce rapprochement avec la nature, en s'inspirant de la pratique du zen et en petits groupes, c'est-à-dire aller plus loin dans cette aspiration. Voilà, c'est ça le projet. Et c'est pour... Une sorte de communauté. Voilà, une sorte de communauté, mais qui sera un peu entre éco-village et communauté. Ouais. Voilà, c'est ça
c'est-à-dire on veut garder une partie privée, mais on veut mettre beaucoup de choses en commun et s'encourager mutuellement pour vivre une vie simple, donc une vie adaptée aux aspirations et à la situation actuelle de la planète. Et là, vous êtes déjà une vingtaine sur ce projet ou vous cherchez du monde? Non, pour l'instant, on n'est pas très nombreux. On commence à diffuser un peu cette information pour trouver d'autres personnes. Comment pouvoir diffuser cette information? On fait des rencontres, essentiellement par des rencontres. On rencontre des gens, on parle autour de nous. Voilà, aussi, quand je suis en conférence, je rencontre des gens. Est-ce qu'on pourrait laisser un mail ou quelque chose si ça intéressait? Nous avons un site qui s'appelle Zen sur Terre. Zen ça s'écrit Zen-sur-Terre. Et là, on a une présentation très succincte du projet pour l'instant. C'est pas un site qui est très étoffé, mais il va petit à petit là se faire et on peut déjà trouver la description du projet de base. Comment on voit cette communauté. Zen-sur-Terre. Alors, ouais. Pour terminer, beaucoup pensent que notre monde court à sa perte. Ou comme le dit l'expression populaire, on va dans le mur. Avons-nous devant nous une impasse ou un chemin? Ce sera la dernière question. On ne sait pas. Je ne sais pas, je ne peux pas... C'est bien de dire que c'est... Je sais pas là, imaginer le futur, comme tout le monde d'ailleurs. Et je pense seulement que j'ai un peu l'impression que voilà, cette situation dans laquelle on se trouve... quelque part, ça m'évoque comme si on est dans un moment charnière de l'humanité, charnière dans l'histoire de l'humanité. Quelque part, on est dans un moment charnière où ça va aller, on ne sait pas. Et il y a une autre réflexion que je me fais par rapport à cette situation, c'est que c'est pour ça que j'ai un peu parlé de l'ignorance qui me semble important, parce que nous savons pas vraiment qu'est-ce que le cosmos, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le monde. On a un aperçu très limité comme être humain pour l'instant de ce que c'est le cosmos. On sait pas, moi je pense qu'il y a le monde, il est multidimensionnel et nous ne voyons qu'une seule dimension. Donc peut-être d'un point de vue plus haut, si on serait ailleurs, au-dessus, on pourrait peut-être voir le sens de tout ça. Nous, on a du mal à voir le sens, puisque on est un aperçu limité. Voilà, pour moi, l'important, c'est d'avoir cette modestie de ne pas savoir, ça me semble important, et de faire chacun comment il pense être utile ou comment faire son colibri comme disait Pierre Rabhi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez du temps. Il faut 30 ans quand même pour faire un jardin en permaculture. Donc là, vous approchez des 70 ans. Je veux dire, vous travaillez pas pour vous aussi. Et c'est ça qui est bien. Non, il faut pas 30 ans pour faire un jardin. C'est-à-dire que oui, le projet... des arbres, ça pousse lentement. Hein. Si c'est des légumes, c'est rapide. Mais effectivement, pour créer tout un écosystème qui implique aussi tout ce qu'on a comme idée dans la permaculture, le jardin, forêt, ou plus globalement mettre l'arbre dans l'écosystème, oui, ça met un peu de temps, mais pendant ce temps-là, pendant ces 30 ans, il y a déjà un écosystème, il y a déjà des récoltes, il y a déjà des choses qui se passent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de l'agriculture intensive avec des intrants et des trucs où on récolte vite sans s'occuper de massacrer la terre. Voilà, le livre s'appelle Sol, S-O-L, vivant, parole vivante. Vous vous appelez Raymond, comme Raymond, mais avec un U, Olbrich, O-L-B-R-I-C-H, et c'est publié à l'originel. Je rappelle votre site zen-sur-terre.
Un mot pour terminer l'émission. Ce que j'ai retenu, c'est que parfois l'ignorance est plus utile que la connaissance. C'est à méditer. Ouais. Est-ce que je peux citer un petit Oui, bien poème, sûr. Oui, allez-y. Oui. Hein, c'est pas de moi, mais c'est de Nan Shan, un maître jardinier, qui dit les haricots enroulent leurs vrilles d'elles-mêmes. Les melons se remplissent de sucre au soleil. En observant impartialement les choses, l'homme de la voie les cultive selon leurs lois propres. Aussi, son efficacité est-elle sans trace et sans limite. Oui, c'est-à-dire qu'il faut regarder la nature et elle nous apprend beaucoup. Voilà. On ne va pas mettre un melon s'il n'y a pas d'eau. Voilà. Et ça invite justement d'observer et imiter. S'accommoder, se conformer. C'est une zen attitude, comme on dit. Une zen attitude. Oui, voilà. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup à vous. L'émission que vous venez d'entendre est la 5e avant la fin programmée des émissions Au-delà du miroir en septembre 2022. La première émission Au-delà du miroir date de 1986. Plusieurs animateurs et animatrices se sont succédés autour de la spiritualité, de l'ésotérisme et de la parapsychologie. Cette émission que j'ai reprise pour ma part en avril 2005, c'est-à-dire il y a 17 ans, avait pour but de réfléchir sur de nombreuses questions existentielles, comme notre place sur la Terre, sur la vie après la mort, mais aussi sur les schémas émergents de conscience et sur les civilisations disparues ou sur l'ufologie. Pour ma part, j'ai assumé plus de 1000 émissions dans ces 17 années passées sur l'antenne d'IDFM et j'en étais vraiment heureuse d'être avec vous. Pas de panique pour ceux qui aimeraient continuer d'écouter ma voix et mes invités. Je serai présente, je vous le promets, sur d'autres plateformes, déjà sur YouTube et aussi sur Odyssée. Pour l'instant, vous pouvez me retrouver ainsi que de vieilles émissions à mon nom, Joël Vérin, Verain. Sur Facebook, il y avait une page qui s'intitulait Radio Anguin que j'avais ouverte il y a très longtemps et que j'ai renommée Niarev, 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 qui est exactement mon nom à l'envers. N'hésitez pas à y laisser des commentaires si vous le voulez et à vous y inscrire. Merci de votre écoute et à très bientôt, j'espère.